Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler à propos de la prise en soin en psychomotricité des patients en situation palliative. Alors on va revoir un petit peu ce que c'est que la psychomotricité de manière générale. Ensuite parler de cette prise en soin un peu plus spécifique en soins palliatifs au niveau de la prise en soin du patient, mais aussi en lien avec les proches et l'équipe soignante. Et enfin, le travail aussi en USP, mais aussi sur les lieux de vie. Alors, qu'est-ce que la psychomotricité? De quoi on parle quand on parle de psychomotricité? Souvent, dans le sens commun qui lui est généralement attribué, la psychomotricité, ça évoque un lien entre le corps et le psychisme. Alors c'est ça, mais c'est également une discipline paramédicale. Et là aussi, dans cette discipline paramédicale, souvent elle s'apparente exclusivement à la prise en soin des enfants, alors porteurs d'un handicap, d'un trouble du neurodéveloppement, mais c'est une discipline qui s'intéresse aussi aux adultes. Donc, nous sommes une discipline paramédicale, donc nous sommes sanctionnés par un diplôme d'État reconnu et on est entouré par un décret de compétence. Et nous sommes soumis à la prescription médicale. Alors dans sa définition générale, on peut définir la psychomotricité comme un métier du soin qui vise à prévenir, évaluer, rééduquer ou accompagner les troubles dits psychomoteurs. Ces troubles vont concerner à la fois les fonctions motrices et les fonctions psychiques de la personne. Donc là sur la diapo, vous voyez, hein, on entend par corporel la sphère motrice et la sphère sensorielle, et par psychique la sphère psycho-affective et la sphère cognitive. Et donc le trouble psychomoteur, lui, va pouvoir être d'origine corporelle, psychique, l'un ou l'autre. En tout cas, il va y avoir une interdépendance et des liens, des effets entre ces deux pôles. Donc le travail en psychomotricité, il va vraiment être là au milieu, hein. On va vraiment fonder notre travail sur les interactions qu'il y a entre le plan moteur et psychique de la personne et leurs manifestations, hein, sur le plan corporel. Donc l'utilisation et l'investissement du corps va vraiment constituer la base du travail en psychomotricité. On aura donc une approche aussi très globale, hein, de par toutes ces sphères-là, et l'importance aussi donnée à la relation. On peut trouver deux versants à la psychomotricité, hein, donc un versant plus dit de rééducation psychomotrice et un versant plus de thérapie psychomotrice. Pour moi, les deux orientations ne sont pas opposées et même s'entremêlent dans le soin psychomoteur. Donc pour sous-tendre ce travail corporel, le psychomotricien va mettre en place des médiations corporelles. On passe toujours par le corps, par son investissement, par sa mise en mouvement, par un travail corporel pour aider et accompagner le patient. Alors de manière assez rapide, un petit historique, hein. En 1947, c'est Ajoria Guerra qui va parler d'une méthode thérapeutique, hein, qui va appeler rééducation psychomotrice. Donc c'est à peu près à partir de là que la psychomotricité va arriver. Il va y avoir en 1974 le DE, le diplôme d'État, qui va être créé. Alors d'abord de psychorééducateur et ensuite ça sera changé, hein, le terme sera remanié pour psychomotricien en 85 et en 88 le décret de compétence. Et donc pendant toute cette période, le soin psychomoteur va se développer. Alors tout au début avec Ajoria Guerra, c'est la pédopsychiatrie, hein, ça va être en pédopsie où il y aura de la psychomotricité. Et puis en santé mentale adulte également, ensuite dans le champ voilà, du handicap moteur, en rééducation fonctionnelle, en gériatrie. Les plans nationaux, hein, vont vachement nous aider.
hein, pour faire reconnaître aussi notre profession et son intérêt, hein, notamment les plans autisme et les plans par rapport aux maladies d'Alzheimer, maladies neurodégénératives. Et ce n'est que dans les années 90 que la psychomotricité arrive en soins palliatifs. Donc vous voyez, c'est finalement assez récent par rapport à notre histoire. Et encore aujourd'hui, c'est voilà, une profession qui est très peu représentée. Là, par exemple, en Alsace, on a 0,8 équivalents temps plein pour toutes les USP et les équipes mobiles de la région. Donc, c'est très très peu. Alors, la psychomotricité auprès du patient en situation palliative, de manière un peu plus spécifique. Alors, je voulais revenir déjà sur la conception éthique qui est assez similaire finalement entre les soins palliatifs et la psychomotricité. En soins palliatifs, on va avoir cette prise en soin globale du patient en prenant en compte voilà, les difficultés qui vont être physiques, psychiques, sociales, spirituelles. Et en psychomotricité, là aussi, on a cette approche globale hein, où on va prendre en compte les difficultés corporelles, motrices, psycho-affectives et relationnelles. Donc déjà, dans la manière de penser, la conception du soin, hein, on a une similitude. Ensuite, comment va se construire et comment va s'intégrer hein, la prise en soin psychomotrice du patient en situation palliative. Alors notre façon de travailler hein, va être de cette manière-là. Il va y avoir une observation psychomotrice, la mise en place d'axes de travail thérapeutique et l'utilisation de médiation corporelle pour travailler ces axes-là. Alors observation psychomotrice plutôt que bilan psychomoteur, parce que les bilans qu'on peut avoir, qui sont vraiment standardisés, étalonnés, le sont pour des populations enfants et ne sont pas adaptés aux adultes et encore moins au contexte palliatif. Donc on va faire une observation psychomotrice où on va travailler, repérer les items psychomoteurs et les difficultés de la personne. Alors les items psychomoteurs, il y en a plusieurs, je vous ai mis les principaux en soins palliatifs qui nous intéressent. Alors on a toute la sphère motrice, hein, où là on va retrouver voilà, au niveau très large la motricité globale, mais aussi la motricité fine, l'utilisation hein, de ses capacités motrices, l'investissement moteur de la personne, la régulation tonique, qu'on peut appeler aussi la tonicité, où là ça va être voir s'il y a un versant d'hypertonie, d'hypotonie, à quel niveau hein, ça se situe et quelle régulation la personne peut avoir de son tonus. L'item de schéma corporel, alors le schéma corporel c'est la connaissance du corps, hein, la localisation des stimulations, la localisation des différentes parties du corps les unes avec les autres. L'item plus d'image du corps, où là c'est différent du schéma corporel, ça va être la perception qu'on a de notre corps. C'est comment on se voit, comment on voit ce corps, et les troubles de l'image du corps, l'exemple le plus flagrant, c'est quand il y a des troubles des conduites alimentaires, une anorexie par exemple, et qu'une personne de 45 kg va se voir se représenter, se dessiner, voilà, comme avec une silhouette de quelqu'un qui va être en obésité ou en surpoids. On va avoir aussi au niveau des items psychomoteurs tous les repères temporo-spatiaux, et également les modalités relationnelles et les capacités de communication, et notamment la communication non verbale, qui va nous intéresser. Et donc, notre travail sera donc de mettre en lien, finalement, les troubles psychomoteurs qu'on va déceler, observer, avec les symptômes pénibles. Ce travail au niveau des symptômes pénibles, ça va vraiment être un des motifs finalement de prise en soin en psychomotricité. Parce que pour un certain nombre de symptômes pénibles, on va retrouver une altération des fonctions psychomotrices. Donc on va identifier ces troubles qui vont découler de ces symptômes et proposer un accompagnement, un travail qui va viser à les réduire si on peut, ou alors à accompagner le patient à mieux vivre avec.
Par rapport au projet aussi, une attention va être portée aux envies et aux besoins de la personne, hein, pour les intégrer, si c'est possible, au projet de soins. Et enfin, ce projet de soins, ce qui est important aussi, c'est qu'il sera très adaptable, hein. Compte tenu d'une potentielle dégradation, d'un problème aigu, le projet va être réadapté à chaque nouvelle rencontre, hein, aux besoins. Un travail de fond pourra se faire si la personne est là pour des temps de répit, si l'hospitalisation est plus ou moins régulière et plus ou moins longue, avec une certaine stabilité clinique. Et à contrario, hein, si le patient est là pour une fin de vie très proche, ou si voilà, il y a un problème aigu ou une difficulté à un instant T, le travail va beaucoup plus se concentrer sur l'instant de la séance, sur un bénéfice rapide, sur la journée ou sur la semaine. Donc je reviens à mes symptômes pénibles et à ce travail en psychomotricité. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple de la douleur. Donc la douleur, donc qui est en rouge là, va venir impacter l'unité psychomotrice et venir faire effraction au niveau corporel et au niveau psychique. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver, hein, au niveau des items psychomoteurs pendant notre observation? Ça va être par exemple une hypertonie, hein, une augmentation du tonus, une position antalgique, mais aussi une posture des fois de repli, une agitation motrice ou une inhibition motrice. La personne va par exemple rester dans une immobilité complète de peur d'avoir mal. On va avoir un impact, on peut en tout cas avoir un impact au niveau du schéma corporel à cause de l'excès de nociception. Du coup, cette immobilité va faire que voilà, les afférences sensorielles et cette conscience du corps va être amoindrie ou va être un petit peu altérée. Il peut y avoir aussi une perturbation de l'image du corps, hein. Quand on a une zone entière, un segment de membre entier douloureux, ben forcément l'image qu'on a de son corps, l'image qu'on a de soi va être déformée. Cette partie du corps va pouvoir prendre par exemple toute la place, hein, et on va en oublier un petit peu le reste. Il va y avoir aussi du coup une atteinte de l'estime de soi, des affects négatifs, hein, qui peuvent émerger, pardon. On peut avoir aussi une irritabilité de l'humeur, hein, des difficultés de concentration. La personne sera moins disponible à son environnement, sera moins disponible dans la relation, et ça peut créer aussi des problématiques. Donc voilà ce que nous on va repérer dans la rencontre avec le patient. Un deuxième exemple, rapidement, c'est l'exemple de l'anxiété. Alors là aussi, de manière très schématique, hein, s'il y a une anxiété, il peut y avoir deux versants, un versant d'inhibition psychomotrice ou au contraire un versant d'agitation psychomotrice. Au niveau de l'inhibition psychomotrice, hein, on va retrouver une diminution, une baisse de l'activité motrice, des postures et des attitudes fermées, hein, au niveau corporel, ça va se voir, hein, ça va être des gens qui vont être en fermeture, renfermés un petit peu sur eux-mêmes, alors tant physiquement, hein, mais aussi psychiquement. Repli sur soi, avec une humeur qui peut être labile. On va avoir un désinvestissement de ce corps et parfois une tendance à l'hypotonie. On va retrouver aussi une diminution des activités et des interactions, hein, sociales et avec l'environnement. A contrario, l'agitation psychomotrice, là déjà au niveau du corps, au niveau de la motricité, on va avoir une agitation motrice, hein, des gens qui vont être sans cesse en mouvement, qui vont avoir du mal à se poser, qui vont avoir du mal à trouver une position de repos. Il va y avoir un versant hypertonique, et là aussi c'est des gens qui auront du mal du coup à se relâcher, hein, à laisser tomber, à relâcher les tensions. Une humeur labile, là aussi également, des difficultés de concentration. Quand vous êtes perpétuellement en mouvement, vous êtes moins attentif et moins concentré, hein, sur ce qui peut se passer ou sur ce qu'on vous dit. Il peut y avoir aussi une logorée, voilà, un investissement relationnel et un échange avec l'autre qui peut être particulier, en tout cas un peu moins adapté. Donc les principales indications du soin qu'on va retrouver en soins palliatifs, ça va être tout le travail de réinvestissement du corps et d'expérimentation sensorimotrice, hein, pour étayer les capacités du sujet, hein, dans différentes optiques, hein, le confort, le plaisir, mais aussi peut-être le ressourcement, hein, un temps pour se ressourcer, et une optique d'autonomie, hein. Ça, c'est plus des gens qui vont avoir des projets de retour à domicile, avec des demandes, hein, aussi de rééducation, de la marche, de la posture, ce genre de choses.
Le travail de la régulation tonico-émotionnelle qui va être aussi importante, de par voilà, la maladie grave et les difficultés, on va avoir comme ça une désorganisation, hein, et tonique et aussi émotionnelle, hein, avec des choses très fortes qui peuvent arriver et une difficulté de les contenir. Le travail, qui est, je pense, la principale indication, ça va être le travail autour de l'analgésie et de l'anxiolyse, hein, qu'on va retrouver en soins palliatifs. Le travail aussi important au niveau du soutien de la communication et de l'ancrage relationnel. Alors là, ça va être pour des personnes qui vont être qui ne vont plus ou avoir très peu de communication verbale. Ça va être de travailler, de soutenir cette communication par d'autres biais, et notamment la communication non verbale, gestuelle, corporelle. Et enfin, les troubles du schéma corporel et de l'image du corps, qui sont deux sphères très impactées avec la maladie, avec les plaies qui vont peut-être être ouvertes, avec des cancers qui vont être visibles, hein, sur la peau ou sur le corps. Les médiations qu'on va mettre en place, j'en parlais tout à l'heure un petit peu. Alors, il y en a tout un tas, hein, elles dépendent vraiment de la créativité du professionnel et de ce en quoi il est à l'aise. Ce qu'on va retrouver beaucoup en soins palliatifs, ça va être la stimulation psychomotrice globale. Alors là, ça va être la mise en place de sollicitations sensorielles, hein, avec des modalités particulières. On va jouer sur ces modalités, hein, au niveau des odeurs, de la musique, de la sonorité, de la luminosité. Mais aussi les expérimentations plutôt sur un versant moteur, voilà, avec des automassages, des mobilisations, de la gym douce. Les mobilisations, ça peut être actif, passif, hein, ça va dépendre du patient et du projet mis en place. Et souvent, du coup, des sollicitations sensorimotrices, donc qui vont mêler et un aspect sensoriel et un aspect moteur. La relaxation psychomotrice, hein, et tous les dispositifs psychocorporels de relaxation qui vont être utilisés très fréquemment, parce qu'en déjà en psychomotricité, on les expérimente beaucoup pendant les études et parfois on se forme aussi en plus à ces dispositifs. Donc là, ça va être différents types de relaxation qui vont faire intervenir la mobilité du corps, le relâchement tonique, les capacités de visualisation aussi de la personne, et tout l'impact aussi émotionnel qu'il peut y avoir. Le toucher thérapeutique, hein, donc là ça va être toutes les techniques manuelles, hein, donc les pressions, les enveloppements, les vibrations, les étirements. L'utilisation aussi de médias plastiques ou d'activités. Donc là on va retrouver pareil, le dessin, l'argile, des activités plus sportives, la musique, et là ça sera aussi voilà, suivant le feeling du psychomotricien avec ses médiations et aussi l'envie du patient. On peut vraiment s'accrocher à ça pour mettre en place ce travail. Et enfin, c'est pas forcément une médiation, mais ça va être un travail qui va être tout le temps en lien avec toutes ces médiations, c'est la mise en mots du vécu et des émotions. Et vraiment de venir questionner, parler, étayer le vécu du patient, le vécu de la séance, les vécus corporels et émotionnels de la personne. Donc ça, c'était le travail auprès du patient. On a aussi d'autres actions, hein. On a le travail en co-soin avec l'équipe infirmière et les aides-soignantes. Et là, ce travail qu'on va pouvoir proposer, ça va être d'intervenir pendant les soins douloureux ou les soins compliqués à cause d'un refus, à cause d'incompréhension de la part du patient, d'opposition. Où là, on va pouvoir nous être en lien avec le patient, ce qui permettra aussi aux collègues de rester peut-être plus concentré sur le soin technique et d'améliorer peut-être le confort lors du soin, de réduire le stress lié à un acte un peu invasif, de distancier le vécu douloureux, par exemple en faisant de la relaxation, peut-être d'apporter un vécu plus agréable, hein, en faisant par exemple du toucher thérapeutique, et d'accompagner le patient au travers d'une communication non verbale et par des inductions gestuelles qui vont être étayantes. Ça peut aussi, on va aussi, favoriser un climat de contenance, un temps physiquement, mais aussi psychiquement.
Et enfin, le travail avec les proches. Alors, comme les autres soignants de l'unité, on va être là pour les familles, pour les proches, par le soutien, la réassurance qu'on va pouvoir leur proposer, comme tout autre membre de l'équipe. Mais aussi un autre travail qu'on peut proposer, c'est lorsque le patient n'est plus en capacité de communiquer verbalement et que la famille peut être en souffrance de ce manque de lien. Là, on peut proposer un accompagnement du proche pour mettre en place d'autres moyens de communication que le mode verbal. Et là, du coup, ça va être de proposer d'investir le toucher, alors par du toucher thérapeutique, par des massages, et d'accompagner cet échange, voilà, en proposant des mouvements, en guidant le proche dans une manière de faire, pour être encore en lien avec le patient, et nous d'être aussi étayants et là pour décoder les manifestations corporelles avec ce temps d'échange non verbal. Les autres lieux de soins, rapidement, hein, alors là je parlais beaucoup par rapport à mon expérience en unité de soins palliatifs, mais dans tout autre service hospitalier, quand il y a des fins de vie, des situations palliatives et sur les LISP, le psychomotricien peut être amené, et je pense doit être amené à proposer ces services pour proposer voilà, ces moyens non médicamenteux à mettre en place en complémentarité des traitements médicamenteux qui seront eux aussi en place. Ça va quand même demander un changement de projet hein, de la part du professionnel et d'être voilà, dans une visée, un accompagnement palliatif et non plus dans du curatif ou pas forcément dans du curatif. Et donc ça va être quelque chose qui peut se mettre en place. De la même manière, dans les structures d'hébergement et médico-sociales, l'apport de la psychomotricité hein, pour accompagner les symptômes pénibles et voilà apporter du confort, solliciter les capacités corporelles qui seront encore là et qu'on pourra préserver et soutenir la personne à travers ce travail hein, de contenance, de maintien des repères psychomoteurs. Et enfin, le libéral, le domicile. Alors, il y a des psychomotriciens qui travaillent en libéral de plus en plus. C'est une pratique très orientée sur la prise en soin de l'enfant, moins de l'adulte. Beaucoup en cabinet, pas beaucoup à domicile des patients. Donc c'est assez spécifique, ça demande aux psychomotriciens de connaître hein, la spécificité des soins palliatifs, la prise en soin de la douleur. Ça demande aussi une organisation rapide, ce qui n'est pas forcément des fois évident, hein, parce que les suivis vont être demandés voilà, pour la semaine, et puis ça va être des suivis qui peuvent être parfois très courts, hein, compte tenu de la situation palliative. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément simple, c'est quelque chose qui mériterait d'être développé, je pense. Hein. Il pourrait y avoir vraiment des choses très intéressantes à faire. Voilà, la difficulté aussi, ça va être que la prise en soin en psychomotricité en libéral n'est pas remboursée. Donc c'est aussi au patient, c'est à lui de payer le soin. Donc c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc voilà pour cette présentation de la psychomotricité auprès des patients en situation palliative. Là, je vous ai remis un petit peu en résumé ce qui est important, hein, le corps, la pensée, les émotions, cette intrication de tout ça. Hein. Et puis voilà, notre projet de soins, les médiations corporelles qu'on va utiliser, ce travail de l'éprouvé corporel et de l'élaboration hein, qu'il va y avoir derrière, cette importance de la relation et cette dimension globale de la prise en soin. Voilà, merci.